Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'un concept nouveau qui s'intitule Portrait et partage. Merci pour votre présence parmi nous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Nous avons, tu me confirmes Yanis, plus de 800 inscrits, hein? N'est-ce pas Yanis, c'est bon? C'est bien ça. Voilà. Voilà. En fait, en attendant que l'ensemble de nos collègues se connectent, on est à peu près à 130 maintenant. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde encore. En attendant que l'ensemble de nos collègues se connectent, en fait, nous vous proposons quelque chose de simple, de nous décrire en un mot quel est ce que vous inspire ce webinaire, qui est intitulé autour de la thématique l'intelligence collective pour atteindre l'excellence décisionnelle avec notre grand ami Olivier. Alors, prenez le temps de décrire en un mot inspirant ce que vous inspire ce thème. Voilà, dès le départ, comme ça on verra par la suite ce que vous avez un peu retenu et quelle est cette expérience partagée avec Olivier. Alors, la Voilà, performance chers durable, amis, la collaboration, brainstorming, collaboration, culture d'entreprise, émergence, curiosité, efficacité, collaboration. Alors, le terme collaboration ressort souvent. À plusieurs, on décide mieux, selon Elisabeth Gauthier, qui au passage en passe un bonjour, hein. Alors, synergie ou stickmergie, selon Damien, ensemble, à plusieurs, on va plus loin. Alors déjà, Olivier, qu'est-ce que ça t'évoque ces mots-clés? Eh bien, des choses qui me rassurent. Ah, très bien. Alors, il y a on continue, C'est transparence, clarté, comment prendre le meilleur de chacun pour arriver aux meilleures décisions, gouvernance, humanité, arbre à palabre, esprit d'équipe. Continue Yanis, vas-y. Après, alors j'ai esprit d'équipe, communication efficace, culture d'entreprise, on ressort souvent. Synergie, co-création, agilité, selon Mohamed, sagesse collective, qui incarne l'intelligence collective, l'esprit d'équipe, la diversité, euh, la Je culture, continue. La culture, le team, together, each la achievement, maturité. rechercher les idées des autres, collaboration, maturité, résilience, s'appuyer sur la force de l'équipe, intelligence émotionnelle, entreprise apprenante, tiens, Important. Voilà. collectif. L'ouverture. Alors, l'ouverture collective, culture, ça ressort souvent. On verra si Olivier est en phase et justement en quoi ces mots-clés peuvent répondre face à ce webinaire. L'alliance culturelle et organisationnelle. Quand même, on voit que finalement, la complexité rime quand même avec la culture. L'alignement, Ouais. d'accord, d'accord. Alors, il y en a certains qui sont partis dans le question-réponse, d'autres qui sont dans le chat. Alors, on est Alors, à un peu plus de 200 actuellement. Voilà. résonance, Ah, efficacité, innovation métacognition collective. Alors, Waouh. ces termes-là, je ne connais pas honnêtement, mais c'est une découverte, mais en tout cas, je vais m'intéresser. Synergie, robustesse, innovation, robustesse, oui. Non, Être plus mais fort j'achète, ensemble, j'achète. On va changer le titre, ça va s'appeler la métacognition cognitive. La métacognition collective. Donc, ça, j'achète. ah, ça c'est beau. respect de toutes les opinions, esprit positif, bienveillance, efficacité. Bravo, chers collègues, là c'est bien. Collaboration et adaptation, partage. Le mot partage, ça revient aussi. Émergence, transformer la complexité, participatif, fiabilité de l'information, heuristique partagée. On a des Bravo, intellos là, hein. merci. Oui, Ouais. Heuristique, c'est pas bon, anodin quand même, hein. C'est pas anodin heuristique parce que ça veut dire que c'est des choses qui sont subjectives, où on ne sait pas comment faire. Et c'est vrai que la complexité, c'est comme finalement, peut-être Olivier nous dira, comme un aléa, en fait, ça nous survient, comment faire pour s'en sortir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'outils, mais justement, grâce à Olivier, on verra que est-ce qu'il y a des choses qui vont nous aider pour naviguer dans un environnement complexe. le nombre d'inscrits n'arrête pas d'augmenter. Donc, il y a certains collègues qui viennent de terminer le boulot, c'est normal.
On va encore entendre, je te propose, Yanis, 30 secondes et on démarre. OK? Si tu es OK. Très bien. Et toi, pour toi, Bruno, qu'est-ce que évoquent ces mots-clés? Non, mais je vois qu'il y a en tout cas beaucoup de stimulation et beaucoup de propositions. Donc, c'est plutôt très intéressant. Ouais. En Du coup, effet, ouais, Mathieu. l'atelier se terminera à 22h30 en fait, hein, le temps qu'on traite tout ça. Ah bah oui, c'est Bon, enrichissant. là, Allez, Yanis, très je te propose d'y aller. Donc là, donc je laisse la parole au grand organisateur qui est notre ami Yanis. Donc, il va vous montrer en gros le format très rapidement, le format de ce webinaire. Yanis, à toi la parole. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment un travail de collaboration. Il y a aussi Hamid avec nous. Alors également, avant de commencer, c'est de remercier Claude Aimant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec lui que l'aventure de Portrait et Partage a débuté. Parce que lors de notre tout premier webinaire, les 12 clés pour les leaders d'aujourd'hui et de demain, qui s'est réalisé en octobre 2024 est disponible sur YouTube via ce QR code. Eh bien, c'est grâce à lui aussi que nous avons le plaisir d'accueillir Olivier qui nous a recommandé. Et donc, vraiment, nous recommandons vraiment de regarder son webinaire. Il est sur YouTube. Vraiment, il est enrichissant. C'est vraiment en tout cas, merci Claude. Si tu es connecté, merci beaucoup en tout cas et on te remercie. Voilà, Yanis, donc tu vas nous décrire maintenant les 3 temps de ce webinaire, s'il te plaît, rapidement. Tout à fait. Alors déjà, pour commencer, ce webinaire se comporte en 3 temps. Il faut savoir que c'est le tout premier webinaire de l'initiative Portrait et Partage au sein du PMI France. Donc nous commencerons par un bref rappel du contexte qui sera rapide avant d'enchaîner avec la présentation très attendue d'Olivier Zara. Et enfin, on va, et surtout vous participants, vous aurez ensuite l'occasion d'échanger avec lui, le tout jusqu'à 19h30. Et vous verrez, le temps passera très très vite. Alors, très rapidement, on va présenter l'équipe présentatrice. Donc, Yanis, tu peux dire un mot, vas-y, présente-toi rapidement. Oui, alors pour ma part, donc moi j'interviens au sein du PMI depuis depuis 2021 et donc j'interviens dans différentes initiatives au sein du PMI France et avec Hamid nous avons mis en place et Kamel le portrait partage et portrait partage dont le but est on verra de promouvoir des personnes qui sont inspirantes dans notre communauté au sein du management du projet. Alors, on excuse notre collègue Kamel qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Donc, voilà, je me présenterai rapidement, Hamid Boulnoir, je suis président de 2 sociétés. Je suis auteur de plusieurs ouvrages à la FNOR et je suis enseignant à Polytech Paris-Saclay. Voilà, donc en fait, ce format équipe et portrait-partage, lorsque la passion guide nos gestes, comme le disait Yanis, le partage éclaire nos chemins et l'innovation devient une aventure collective. Voilà, je te laisse la parole, Yanis, vas-y, sur le slide suivant. Oui, et alors tout à fait, exactement, Hamid, merci de le dire. Il s'agit de la première édition Portrait et Partage et nous sommes ravis de vous y accueillir. Alors, ce premier webinaire est exceptionnellement ouvert à tous, hein, et que vous soyez membre du PMI France ou non. Et donc, à l'avenir, les prochaines éditions seront payantes, bien sûr, à un tarif bien évidemment assez accessible, mais elles resteront gratuits, bien sûr, pour nos membres. Alors, Portrait et Partage part d'un postulat simple. Le PMI doit aussi aborder le management de projets sous un angle plutôt philosophique en donnant la parole à des personnes inspirantes. Et donc, sa raison d'être, c'est de s'enrichir mutuellement de quelque chose enfin, à travers le partage d'expériences marquantes et humaines. Et donc, transmettre son savoir demeure essentiel, car c'est ça qui va permettre qu'on va réussir ensemble. En fait, comme le dit Yanis, aborder le management de projet autrement, il y a pas que les aspects modèles, processus, machin. Il y a l'aspect transmettre son savoir par des collègues qui sont expérimentés, qui jouent le jeu parfaitement pour tout le monde, et notamment pour nos jeunes générations. Donc, nous mettons au centre de tout cela l'aspect humain. Les projets sont faits par des personnes, directement et indirectement, pour des personnes. Vas-y, Yanis, la suite.
Et tout à fait. Je dirais aussi quelque chose d'important, c'est que souvenons-nous de ce que nous rappelait Claude Aimant. C'est dans le nous, dans le collectif, que réside la clé de la réussite. Car seuls nous avançons, mais ensemble nous accomplissons. Très Et bien. donc voilà, on est Écoute, porté par l'humain, comme a dit Hamid. ok. Alors, à toi, cher ami Bruno, notre président du PABAI, dis-nous en 2 mots. Voilà, on te laisse te présenter rapidement. Ok, ben, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, et bienvenue donc dans ce nouveau rendez-vous portrait et partage, comme nous l'a si bien expliqué notre équipe organisatrice. Donc, c'est un format imaginé pour mettre en lumière, je dirais, des personnalités inspirantes et surtout pour partager sans filtre leur parcours, leurs convictions, leur expérience, leur quotidien. L'objectif, en fait, est d'éclairer nos pratiques, stimuler nos réflexions et parfois même bousculer un petit peu nos certitudes. Alors, j'en profite pour Ouais. remercier d'abord ben, les trois mousquetaires, hein, ben, malheureusement, il en manque un, mais, pour l'organisation de cette initiative, hein, donc Yanis, Kamel et Amine. Leur énergie, leur curiosité et puis leur envie de transmettre sont assez contagieuses. Et donc, ben, j'espère que ce webinaire en sera aussi une nouvelle preuve. Alors Alors, aujourd'hui, on te remercie quand même, Bruno, parce que tu as été le sponsor et tu nous as aidés et nous as dit, tu nous as encouragés aussi. Merci beaucoup, Bruno. ben, de vrai, c'est le but. Moi, je suis simplement un catalyseur. Ensuite, c'est les bénévoles qui le font. Alors aujourd'hui, donc nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Zara. Et je vais reprendre un petit peu ses propres mots quand j'ai vu effectivement sa présentation. Architecte des décisions complexes. Et croyez-moi, quand on l'écoute, ce titre ne révèle pas du marketing personnel, mais bien d'une pratique mûrie, éprouvée et partagée. Alors, Olivier a une manière unique de rendre intelligible ce qui semble flou, mouvant ou même paradoxal. Il propose d'ailleurs de nouvelles grilles de lecture pour apprivoiser, je dirais, l'incertitude. Et en préparant ce moment, il y a une citation de Sénèque donc, que j'apprécie beaucoup et que je garde toujours en tête et qui est donc écrite sur ce slide. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et justement, aujourd'hui, bah, il s'agit d'oser. D'oser penser autrement, oser coopérer différemment et oser décider dans un monde où les lignes bougent sans cesse. Alors, merci à toutes et à tous d'être là pour écouter. Donc, on est maintenant plus de 250 présents. Donc pour écouter, interagir, questionner. Et puis donc je remercie bien sûr Olivier d'ouvrir avec nous ce bel espace de partage qui, j'espère, c'est la première édition d'une longue série. Voilà, merci Olivier, merci Yanis, merci Hamid et merci Kamel s'il nous regarde. Ah, merci beaucoup, en tout cas, Bruno. Merci pour ces messages bienveillants. Alors, on continue donc avec Olivier Zara. Alors, Olivier Zara nous vient tout droit du Canada, mais il est également de nationalité française. Il est passionné par la complexité et le management. Il s'engage activement pour la communauté. Il est l'auteur aussi de 14 ouvrages que vous pouvez consulter gratuitement. Si vous allez dans le Zoom, vous avez la rubrique ressources. Quand vous allez sur ressources, vous allez voir, il y a le lien Axiopol que vous pourrez aller accéder pour lire ces livres. Alors, quelque chose que j'aimerais dire, c'est que c'est rare. Une personne qui nous donne sa connaissance, ces ressources gratuitement, aujourd'hui, c'est très très rare. Ça montre quelqu'un qui est passionné, ça montre quelqu'un qui aime bien partager ses connaissances. Et c'est vraiment pour ça que nous, on a invité Olivier Zara au-delà de son expertise. C'est que c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à cette connaissance. Il a écrit des livres depuis longtemps, quand même 14 ouvrages, hein, ce n'est pas anodin. Et donc vraiment, euh, on voulait mettre en avant Olivier à l'image aussi de Claude. Donc en bas, vous avez ses livres, tous ses ouvrages. L'intelligence collective pour sauver la planète, c'est son dernier ouvrage, hein, si je me trompe, Olivier. C'est le dernier que vous pouvez lire gratuitement en langue française. Et en plus, vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Il suffit de scanner son QR code. Alors, sans plus attendre, je te laisse, Olivier.
te présenter et j'enlève la présentation pour que tu puisses insérer le tien. Ok, donc je me mets en partage d'écran là, maintenant? Très bien. Ok. Donc, je vais dire quelques mots. Alors, avant de partager mon écran, d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir apporter ma contribution. Je remercie Claude s'il nous entend de m'avoir coopté et de m'avoir recommandé. C'est vrai que, en fait, pour pouvoir mettre mes livres à disposition tout en les publiant, j'ai été obligé de devenir l'éditeur et l'auteur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition qui étaient d'accord pour dire, bah tiens, je publie ton livre, en même temps, on peut l'acheter gratuitement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en auto-édition et ça me permet effectivement, je considère que l'argent ne doit pas être un frein à l'accès à la connaissance et surtout sur effectivement un sujet où on parle d'émergence et de construire une nouvelle façon d'interagir ensemble, de réfléchir ensemble, de décider ensemble. Et voilà. Alors, comme on est sur portrait et partage, j'aime pas trop parler de moi, j'avoue, même si bon, j'ai écrit beaucoup de livres et je fais beaucoup de conférences, mais l'intelligence collective, je l'ai découverte dans une publicité que j'ai reçue en 2002. C'était le Symposium international des ressources humaines et le thème c'était l'intelligence collective. On était en 2002 et je me suis dit, je n'avais jamais entendu ce mot intelligence collective et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc je me dis, bon, ben, faut que je me forme maintenant parce que je connais rien à l'intelligence collective et je vais sur Amazon, je tape intelligence collective et je tombe sur 3 livres. Un livre sur les termites, un sur les abeilles et un sur les fourmis. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'intelligence collective dans les organisations. Voilà. Donc, je me suis dit, si les fourmis y arrivent, et les abeilles aussi, bah, probablement que nous aussi, on peut y arriver. Alors, je mets de côté, évidemment, les livres de Pierre Lévy sur Pierre Teilhard de Chardin, etc. Il y avait quand même des livres, mais qui étaient plus philosophiques ou sociologiques, mais pas vraiment de livres. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre exactement en octobre 2004. Le management de l'intelligence collective en octobre 2004, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Mais je me serais bien passé de ça, entre guillemets. J'aurais préféré venir assister à une conférence comme ça, pouvoir lire des livres, parce que c'était un chemin quand même difficile. Voilà. Alors, je vais partager mon écran maintenant et je vais vous faire, euh, alors, je vais vous faire voilà, je vais vous présenter donc mon support. Hop. Yanis, c'est bon? Parfait, 5 sur 5. Oui, Respect oui, pour oui, cinq. tous. c'est bon. Ah, attendez, j'ai fait une petite bête. Il faut que je partage avec le son parce qu'on va avoir une petite vidéo. Et oui, ça va être animé. Voilà, parfait. Bon. Alors Yanis, tu actives le micro si toutefois à un moment donné je suis perdu dans le cyberespace. Très bien. Bonjour à tous et vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment encore une fois, merci aux organisateurs. J'ai vu que vous n'avez pas vu le back-office, mais ça a demandé quand même beaucoup de préparation. Et vraiment, on était dans l'excellence opérationnelle, en tous les cas, dans la préparation de tout ça. Et donc, je vais vous faire une petite présentation. Ça va durer 40 minutes environ. Et ensuite de quoi, eh bien, je répondrai à vos questions et on pourra échanger vos réactions, questions. Pour l'instant, je vais simplement dérouler ma présentation de 40 minutes environ. Parce que j'arrive au bout de mes 25 ans de travail sur l'intelligence collective, la prise de décision, etc. J'arrive finalement à l'architecture des décisions complexes. Et l'été dernier, figurez-vous que j'étais, mais qui suis-je, dans quelle étagère? Et puis en me promenant sur le mont Saint-Hilaire, au sud de Montréal, je me suis dit, en fait, je suis un architecte des décisions complexes. Et j'ai dit, ça, c'est mon métier. Et mon rôle, c'est de former des managers, des décideurs, et d'en faire eux-mêmes des architectes des décisions complexes. Donc l'architecture des décisions complexes, c'est mon métier, mais ça peut être aussi votre rôle en tant que chef de projet, en tant que manager. Et l'objectif, évidemment, pour ça, c'est d'atteindre l'excellence décisionnelle grâce à l'intelligence collective. 2 objectifs pour cette présentation. Savoir gérer les risques décisionnels face à l'incertitude et à l'imprévisibilité. Donc, c'est toutes les prises de décision où on est dans le brouillard. Est-ce qu'il faut aller au nord? Est-ce qu'il faut aller au sud? La réponse n'est pas évidente. Deuxième objectif, garantir le plus haut niveau d'engagement dans la mise en œuvre des décisions, parce qu'une décision géniale qui n'est pas facile à mettre en œuvre
n'est peut-être pas aussi génial que ça. Alors, donc, je suis l'auteur, comme l'a dit Yanis, de 14 livres et ma présentation est extraite plus particulièrement de 3 de mes livres. Le chef écoute toujours en premier, l'excellence décisionnelle et le chef parle toujours en dernier. On va parler dans cette présentation d'innovation managériale. Si vous avez peur qu'on enfonce des portes ouvertes, rassurez-vous. Innovation managériale, ça veut dire qu'on le fait peu, on le fait pas, et malheureusement, la plupart du temps, on fait tout l'inverse. Mais je ne suis pas ici ce soir pour vous donner des leçons de morale parce que pendant des années, j'ai moi aussi fait tout l'inverse de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est pas de juger de juger le passé, de s'auto-flageller, d'expier le péché, mais de nous tourner vers le futur. Et à la fin de la présentation, est-ce que je vais décider de continuer comme avant et d'ignorer tout ce que j'ai entendu, ou est-ce que je vais faire tout l'inverse de ce que je fais depuis le début de ma carrière? Avant de commencer l'exercice, je vais vous demander d'identifier un sujet, un défi, un enjeu collectif que vous avez à traiter dans les prochaines semaines, les prochains mois, au niveau de votre équipe, de votre entité ou de toute l'organisation. Vous n'avez pas besoin forcément d'être le décideur, ça peut être un sujet que votre hiérarchie devrait traiter. Je vous donne quelques exemples. Se réorganiser, développer l'efficacité collective, bâtir une nouvelle stratégie, développer son chiffre d'affaires, recruter les meilleurs talents, augmenter la qualité des produits et services, produire plus vite, rétention des talents, bref, tous les sujets que vous ne pouvez pas traiter tout seul et qui impliquent de combiner différentes expertises. Je vous laisse quelques secondes pour trouver ce sujet. Bien, j'imagine que vous l'avez trouvé, sinon vous pourrez le trouver au fil de l'eau. Vous le savez qu'il n'y a pas de bonne présentation sans une bonne étude de cas. Et la bonne nouvelle, c'est que l'étude de cas, c'est vous. Ce que je vous demande maintenant, c'est d'utiliser le sujet que vous venez de choisir pour remettre en perspective les concepts, les outils que je vais maintenant présenter. Par ailleurs, on est à distance. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de finir leur journée de travail, un œil sur la présentation, un autre sur les SMS, sur Teams, sur WhatsApp. On parle d'innovation managériale. Je peux vous garantir que cette présentation est à forte densité d'outils et de concepts. Donc, on n'est pas multitâche et si vous n'avez pas 100% de concentration pendant les 40 minutes qui viennent, vous ressentirez à peu près la même chose qu'un pilote d'avion qui vient de partir en vrille et qui voit le sol se rapprocher. Alors, qu'est-ce que c'est que l'excellence décisionnelle, c'est-à-dire l'objectif que cherche à atteindre un architecte des décisions complexes? Vous connaissez tous l'excellence opérationnelle qui consiste à courir le plus vite possible avec les techniques de productivité, de lean management. L'excellence décisionnelle ne consiste pas à courir le plus vite possible, ça consiste à courir dans la bonne direction. Alors, pour atteindre l'excellence décisionnelle, eh bien, il faut faire la différence entre décision compliquée et décision complexe. Pourtant, dans le langage courant, ça veut dire la même chose. Compliqué, c'est dur, et complexe, eh bien, c'est très dur. En réalité, compliqué, c'est quand j'ai un problème à traiter et que j'ai besoin d'une seule expertise pour le régler. Et donc, je vais réunir mon équipe RH, mon équipe finance ou mon équipe production. Et avec du temps et de l'expertise, eh bien, on va être capable de trouver une solution qui est sûre à 100%. Complexe, c'est quand j'ai un problème à traiter et que j'ai besoin de plusieurs expertises pour le régler. Donc, je vais avoir autour de la table peut-être le juridique, le responsable communication, technologie, RH, finance, vente, marketing, production. Voici quelques exemples de sujets complexes, donc on appelle des enjeux collectifs parce que ça va mobiliser différentes parties prenantes expertises dans l'organisation. Le développement de la performance, produire plus vite, produire mieux, vendre plus n'est pas un sujet compliqué qui relève uniquement du directeur commercial. Vendre plus est un sujet complexe qui va impliquer différentes entités dans l'organisation. Quand on parle de stratégie, on comprend également que ça va impliquer différents départements dans l'organisation et le fait de combiner différentes expertises, eh bien, ça va créer de l'incertitude, de l'instabilité. Pour cette raison, on décide aujourd'hui d'une nouvelle stratégie, mais c'est seulement dans 6 à 12 mois qu'on saura si on a pris une bonne décision. Ensuite, il y a les problèmes techniques complexes. Complexes, ça veut dire qu'il y a plusieurs expertises à combiner qui sont traitées par les managers. Attention à ne pas mélanger avec les problèmes techniques compliqués qui sont traités par des experts, ce qu'on appelle le compliqué métier.
quand un expert traite un sujet compliqué, tout simplement, on l'enferme dans son bureau, il n'a pas le droit de sortir, pas le droit de boire, pas le droit de manger, tant qu'il ne nous aura pas trouvé une solution qui est sûre à 100%. Et quand on est manager, eh bien, on doit mettre en synergie différentes expertises. On voit dans les projets informatiques, ils sont souvent, ils sont livrés en retard, on les lance, ça plante, parce qu'un projet informatique, c'est complexe. Il y a la compétence de la cybersécurité, les bases de données, les langages de programmation, mais il y a l'utilisateur final, il y a l'ergonomie, enfin, il y a tout un tas d'éléments qui créent de l'imprévisibilité et de l'incertitude. Je vais prendre également l'exemple d'un avion. Un avion, c'est un objet complexe. Il y a des ailes, donc on a besoin d'un expert de l'aérodynamique. Il y a des moteurs, on a besoin d'un expert moteur. On a le cockpit, le pilote, la météo. Puis on a aussi le logiciel anti-décrochage. Et si on fait une mauvaise combinaison de toutes ces expertises, eh bien, félicitations, vous venez de concevoir le Boeing 737 MAX. Vous remarquez au passage que Boeing, ce n'est pas des amateurs, ce n'était pas leur premier avion, que l'avion ne s'est pas écrasé au décollage, il s'est écrasé 6 mois après sa mise en service. On parle également, en termes d'enjeux collectifs, de développer l'efficacité collective. Champagne, on vient de se réorganiser, mais non, il va falloir attendre 6 à 12 mois avant de savoir si on a réellement développé l'efficacité collective, parce que chaque département, client, fournisseur, interne, externe, est en interaction les uns avec les autres. Innover, innover, c'est du process, design thinking, etc. C'est plutôt compliqué, ça prend du temps, un peu d'expertise, mais il y a des choses plus complexes, comme par exemple choisir une innovation. Est-ce que je vais prendre l'innovation A ou l'innovation B? Une innovation peut me booster, une autre peut me couler. La réponse n'est pas évidente, je suis un peu dans le brouillard. Et quand je vais choisir l'innovation, c'est que dans 6 à 12 mois que je saurai si j'ai pris une bonne décision, tout comme est-ce qu'il faut innover. Peut-être que innover est plus dangereux que de ne pas le faire ou l'inverse. Alors voilà un ensemble de sujets sur lesquels, eh bien, je vous propose de créer une architecture des décisions complexes, une façon, un processus de gérer ces 5 types de sujets. Donc finalement, un manager est face à 3 situations. Situation complexe. euh, Pourquoi la solution A, pardon, situation complexe, stratégie, pour rappel, réorganisation, développement de performance. Pourquoi la solution A plutôt que B? Pourquoi la stratégie A plutôt que B? Pourquoi l'organisation A plutôt que B? Pourquoi on irait au nord plutôt qu'au sud? Imaginons qu'on va au sud. Et donc maintenant, on est dans le compliqué implémentation parce que ça relève du manager. Comment mettre en œuvre la solution B dans notre entité? Comment aller plein sud? Mais ce qui est compliqué dans l'implémentation, eh bien, c'est d'obtenir l'adhésion du collectif. Donc, je me tourne vers mes collaborateurs, on doit aller au sud, comment on y va? Et très très vite, ils me disent, on n'a qu'à y aller en avion, en business class, comme le champagne. Voilà, alors je les regarde et puis je leur dis, ça va être un peu cher l'avion, on va plutôt y aller à pied, parce qu'à pied c'est gratuit, et gratuit, et bien gratuit c'est dans mes prix. Voilà. Et puis là, je vois mes collaborateurs qui froncent les sourcils, je m'imagine faire 50 km, me retourner, ah, je suis tout seul, résistance au changement. Alors on décide, on discute et finalement, on décide d'utiliser le train. Et maintenant, on est dans une situation simple. Comment mettre en œuvre la solution B? Quelles sont les tâches, les objectifs pour courir le plus vite possible et ainsi atteindre l'excellence opérationnelle? Dans chaque situation, il y a un mode de management qui est adapté et dans le complexe, pour atteindre l'excellence décisionnelle, eh bien, j'ai besoin du management de l'intelligence collective qui est finalement le mode de management qu'utilise l'architecte des décisions complexes. Et ce mode de management va me permettre de gérer les risques décisionnels, c'est-à-dire le risque de courir plein nord alors qu'il fallait aller au sud, et après on va dire de moi que je suis à l'ouest. Bon, si vous n'avez pas rigolé, je referai la blague une deuxième fois tout à l'heure, hein, vous avez une deuxième chance. Dans le compliqué implémentation, ça y est, on décide qu'on va au sud. Dans le compliqué implémentation, pour atteindre l'excellence décisionnelle, eh bien, on a besoin du management participatif avec le fameux mur de post-it sur lequel on va voir avion, vélo, pédalo, train, à pied. Et si je décolle le post-it train, alors j'aurai pris une excellente décision.
Et dans le simple, pour atteindre l'excellence décisionnelle, eh bien, on a besoin du fameux command and control. Mais dans le command, on vous a bien appris à faire des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables. Et donc, si votre objectif est ambitieux mais réaliste, eh bien, vous venez de prendre une excellente décision. Et si vous voulez être sûr que les gens courent vite vers le sud et non pas vers le nord, eh bien, de temps en temps, il faut aller un peu contrôler. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une excellence décisionnelle, il y a trois excellences décisionnelles, une pour le complexe, une pour le compliqué et une pour le simple. Et j'imagine que je n'ai rien, absolument rien à vous apprendre parce que vous êtes déjà dans l'excellence décisionnelle sur le compliqué et le simple. Et donc, cette présentation concerne uniquement le complexe puisqu'on parle de l'architecte des décisions complexes. Alors, je vais donner quelques exemples pour être un peu plus concret. Dans le complexe, tout le monde sait quelque chose. Tout le monde sait ce que devrait être la nouvelle organisation, la nouvelle stratégie. Allez à la cafétéria, à la machine à café. Notre stratégie n'est pas la bonne. On devrait se réorganiser comme ça. OK. Est-ce que tu es prêt à parier tes 12 prochains mois de salaire sur ce que tu viens de proposer? Ah non, tu fais pas le pari. OK. Toi non plus, là. Ah non, tu fais pas le pari non plus, là. Donc finalement, tu sais quelque chose, mais tu ne sais pas avec certitude. Voilà. Et c'est ça le brouillard, c'est ça la complexité. Tout le monde sait quelque chose, mais personne n'est prêt à parier son salaire que c'est exactement ça qu'il faut faire. On croit, on spécule, on imagine, on espère, mais on ne sait pas avec certitude. Et dans ce cas, eh bien, il faut hybrider. On ne peut pas se contenter de juxtaposer des post-it comme on juxtapose des idées. On a besoin de trouver une idée qui n'était dans la tête de personne et qui est le point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. Et dans le compliqué, tout le monde sait avec certitude qu'on peut aller au sud en train, en vélo, en pédalo, à pied, mais il faut une bonne adéquation entre l'objectif à atteindre et les moyens disponibles. En train, est visiblement une meilleure adéquation que d'y aller à pied et on n'a pas besoin d'hybrider un pédalo avec un vélo. Et dans le simple, tout le monde sait quelque chose, mais il faut négocier. L'objectif doit être ambitieux, mais réaliste. C'est tous les problèmes où on trouve facilement une solution. C'est toutes les 5, 10, 15, 20 décisions qu'on prend tous les jours, toutes les décisions quotidiennes qui nous permettent d'atteindre l'excellence décisionnelle, c'est-à-dire, pardon, l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire courir le plus vite possible. Alors, en résumé, si vous êtes manager et expert, si vous êtes que manager, vous êtes trois décideurs, mais si vous êtes manager et expert, alors vous êtes quatre décideurs. Vous êtes une personne, mais vous êtes quatre décideurs. Alors, rassurez-vous, je ne cherche pas à créer un trouble dissociatif de l'identité, mais voilà, c'est un fait. Et donc, quand quelqu'un rentre dans votre bureau ou dans votre open space, eh bien, et vous amène un problème, disons, j'ai un problème, eh bien, la première question à vous poser, c'est est-ce que cette personne est en train de s'adresser à moi en tant qu'expert ou en tant que manager? Si elle s'adresse à moi en tant qu'expert, eh bien, je dois m'enfermer dans mon bureau. J'ai pas le droit de sortir, pas le droit de boire, pas le droit de manger, tant que je n'aurai pas trouvé une solution qui est sûre à 100%. Ah, maintenant, non, en fait, elle s'adresse à moi en tant que manager. Alors là, je vais me poser une deuxième question. Est-ce que le problème qui m'est présenté est simple, compliqué ou complexe? Si c'est simple, ben, éventuellement, je peux réfléchir tout seul dans mon bureau puisque je vais trouver facilement une solution au problème. Mon objectif, ben, il sera smart, il sera ambitieux, mais réaliste. Si c'est compliqué implémentation parce qu'il s'agit de mettre en place une nouvelle stratégie ou une nouvelle organisation, peut-être qu'un petit mur de post-it pourrait éviter la résistance au changement. Et dans le complexe, eh bien là, on a besoin d'une boîte à outils, très exactement 15 outils, 17 compétences, qui n'ont absolument rien à voir, mais rien à voir avec la boîte à outils de l'expert, du simple et du compliqué. Et comme je le disais en ouverture, il s'agit d'innovation managériale, parce que l'architecte des décisions complexes doit faire tout l'inverse de ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. 4 décideurs, 4 processus décisionnels et donc 4 boîtes à outils. Donc, je vais vous présenter maintenant une matrice qui n'est dans aucun de mes 14 livres. Alors, je fais une annonce officielle, ce sera l'objet de mon 15e livre qui sortira en septembre. Voilà le scoop. Et donc, architecte des décisions complexes, on entend architecture. Et donc, je vais faire une métaphore avec tout simplement les architectes qui construisent des bâtiments, des maisons.
Et dans une maison, bah, il y a des fondations. Après, on met des murs, mais on met bien du mortier entre chaque brique. Et après, on met le toit. On ne met pas le toit directement sur le sol ou les murs s'il n'y a pas de fondation. Donc, l'architecte, et je reprécise bien encore une fois qu'on est bien sur les décisions complexes, les enjeux collectifs dans lesquels il y a du brouillard. On n'est pas dans le simple ou le compliqué implémentation. Et voilà le processus que suit un architecte des décisions complexes. Identifier l'obsolescence, analyser, combiner, sécuriser, décider et agir. Les fondations de l'architecture d'une décision complexe, c'est l'identification de l'obsolescence et l'analyse. L'identification de l'obsolescence. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une organisation publique, privée, qui ne s'est jamais réorganisée, qui n'a jamais cherché à développer sa performance, qui n'a jamais changé de stratégie? Vous ne pouvez pas me donner le nom de cette organisation parce qu'elle n'existe pas. Quand vous prenez une décision sur un enjeu collectif, tous les sujets que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien, à l'instant même où vous décidez, votre décision commence à devenir obsolète. Et au fur et à mesure des semaines, des mois ou des années, elle va devenir de plus en plus obsolète. C'est la nature même d'une décision complexe. Donc l'idée de l'identification de l'obsolescence, sachant qu'on parle d'enjeux collectifs, de stratégie, de développement de performance, eh ben, c'est d'identifier l'important avant qu'il devienne urgent. Parce que si je n'identifie pas cette obsolescence et que tout d'un coup la maison est en feu, le toit est en train de s'effondrer, eh bien évidemment, quand l'important devient urgent, on n'a absolument pas le temps de faire les étapes qui sont sur la droite de l'écran. J'identifie un sujet, maintenant je vais faire une analyse, je vais essayer de déterminer quels sont par rapport à mon sujet les clients, fournisseurs, internes, externes, qui va exécuter la future décision, qui va être impacté par la future décision. Et c'est avec ces gens-là que je vais construire le mur. Les murs, c'est-à-dire combiner, sécuriser. Donc dans combiner les savoirs, les intelligences, co-construire, hybrider, trouver une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion, trouver le point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. Et à la fin de l'étape 3, ben, je vais avoir un projet de décision. Et dans l'étape 4, après avoir co-construit la décision, dans l'étape 4, je vais co-construire le changement. C'est-à-dire que je vais me projeter dans l'implémentation de la décision avant de décider. Et donc là, je vais faire un sondage anonyme et à l'écrit, d'ailleurs comme dans l'étape 1 où on fait un sondage anonyme et à l'écrit pour mesurer le niveau d'obsolescence de toutes les décisions qui ont été prises dans le passé. Et bien dans l'étape 4, on va faire un sondage anonyme et à l'écrit pour dire, voilà, on a un projet de décision avec ces 4, 5, 6 items et on voudrait savoir ce que vous pensez du niveau d'impact ou d'utilité de 1 à 4 de ce projet de décision. Quels sont les efforts, les moyens, les coûts qui vont être nécessaires pour implémenter la décision, pour faire vivre la décision? Quels sont les éléments qui vont créer de la valeur ou détruire de la valeur par rapport à l'actionnariat, à l'entreprise, au manager, au collaborateur, au client final, au climat, tout ce qui est RSE. Donc, on anticipe, on se projette dans la mise en œuvre de la décision avant de décider. Et l'étape 5, c'est un concept juridique que vous connaissez tous, s'appelle la subsidiarité, les délégations de pouvoir du haut vers le bas de la pyramide pour que les décisions se prennent au niveau le plus pertinent de l'organisation. Et donc, si je suis seul responsable, eh bien, je vais décider seul dans l'étape 5, mais éclairé par l'intelligence collective. Et si on est 2 ou 3, eh bien, on prendra une décision collégiale. Et dans l'étape 6, eh bien, on arrive dans notre fameuse excellence opérationnelle, qui n'a aucun secret pour personne, c'est le lean management, la productivité, courir le plus vite possible. Mais l'objectif de l'architecture des décisions complexes est évidemment de courir dans la bonne direction. Et quand on ne fait pas l'étape 4 ici de sécurisation, eh bien, on se trouve à la faire dans l'étape 6 avec ce qu'on appelle la conduite du changement. Alors, l'objectif de l'architecture des décisions complexes, c'est de ne pas jouer avec la chance quand on est dans le brouillard, qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller. C'est de gérer les risques décisionnels avec les 5 étapes que je viens de vous présenter. Ça ne signifie pas qu'on va avoir 100% de réussite parce que tout ce qui est complexe est imprévisible, mais c'est de réduire le plus possible le risque d'erreur et surtout de créer des décisions, non pas créatives, parce qu'on n'est pas dans l'intelligence créative ou dans le design thinking, mais de bâtir, d'architecturer
des décisions qui sont viables, des décisions durables, c'est-à-dire que l'obsolescence est ralentie, et surtout des décisions désirables dans le sens où on crée de l'engagement dans la mise en œuvre et l'implémentation de la décision. Alors malheureusement, ce processus, hein, vous dites, voilà, il rêve complètement, mais c'est un fou, là, personne ne fait ça, mais il y a quand même des gens qui prennent des bonnes décisions. Alors non, en fait, pour moi, sur le complexe, les gens ne prennent pas des bonnes décisions, ils sont chanceux ou malchanceux. Alors ça veut dire quoi être malchanceux? Ça veut dire quoi jouer au casino, jouer avec la chance? Eh bien, dans l'étape 1, qui fait partie comme des fondations, au lieu de mesurer le niveau d'obsolescence des décisions passées, c'est-à-dire de détecter les signaux faibles qui montrent que ma stratégie n'est plus adaptée, que mon organisation ne crée pas suffisamment d'efficacité collective, je vais attendre que le signal faible devienne fort, mais à ce moment-là, l'important est devenu urgent et évidemment, on n'a absolument plus le temps de mobiliser l'intelligence collective. Analyser, ça va prendre pas beaucoup de temps non plus, hein. On va pas aller regarder qui va mettre en œuvre, qui est impacté. Non, non, on va prendre ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme et l'ancienneté. Combiné, ça va vite aussi, hein, parce que le manager devenu, enfin plutôt l'expert devenu manager, il a quand même pris l'habitude de réfléchir tout seul dans son bureau, et donc il va arriver dans une réunion avec sa petite idée quand même de ce qu'il faut faire, et il va nous faire peut-être un peu de faux participatif. Vous savez, c'est toutes ces réunions, on part, il y a plein de post-it partout, puis on fait plus trop de la relation entre les post-it et puis la décision. Et également ce que vous n'avez jamais vécu, c'est-à-dire la pensée balistique, le chef qui pendant toute la réunion tire sur toutes les idées qui sont différentes de la solution qu'il va annoncer à la fin de la réunion. Bien sûr, c'est un cas d'école, vous n'avez jamais vécu ça. Et le 4, la sécurisation, c'est pas mon problème, hein. C'est pour ça qu'on a la conduite du changement. On a quand même formé tous ces gens à la conduite du changement. On ne va pas quand même s'occuper de ça maintenant. Donc, on va faire la conduite du changement quand plus personne n'osera risquer sa carrière en critiquant la décision du chef. Et d'en décider, quand même, on sent qu'un peu de faux participatif, pensée balistique, on n'a pas le sentiment hein, qu'on a bien géré les risques décisionnels. Alors, ce qu'on va faire, c'est une décision collective qui est magnifique parce que on va, après avoir dit à ses collaborateurs, vous voyez, j'ai détruit toutes vos idées, donc vous êtes d'accord que mon idée est la meilleure, hein, alors, en tout cas, si vous n'étiez pas d'accord, c'est le moment de le dire. Donc, est-ce qu'il y a un consensus sur l'idée absolument géniale que je viens de vous présenter? On est tous d'accord? On a un consensus? Magnifique. Alors, vous savez quoi? Si dans 6 mois, il s'avère que la décision est une réussite magistrale, ce sera ma décision parce que je suis seul responsable. Si c'est une catastrophe, et non, ça sera votre décision. Et la puissance du consensus est magnifique dans ce cas-là parce que on a un consensus avec personne ne sait avec certitude ce qu'il faut faire et on saura que dans 6 à 12 mois si on a pris la bonne décision. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a activé un biais cognitif qui s'appelle le biais de la pensée de groupe, qui consiste concrètement à ne pas faire de vagues, à ne pas contrarier le chef. Et si le chef dit qu'il faut aller là, eh ben, on est tous d'accord avec lui. Et puis, on arrive dans le 6, avec la conduite du changement. Il faut trouver les alliés, il faut neutraliser les opposants. Et si on a eu de la chance, alors là, c'est magnifique. Mais si on n'a pas eu de chance, alors jouer au casino, c'est faire les étapes 3, 5 et 6. Le 1, le 2, le 4, terminé. Le 3, c'est le faux participatif. Le 5, c'est noyer ma responsabilité dans la soupe collective avec un pseudo-consensus tout en ayant l'impression d'avoir bien géré les risques décisionnels. Et dans le 6, eh bien, on va faire la conduite du changement et on aura des gens devant des murs de post-it qui se disent on va au nord, mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on devrait plutôt aller au sud. Alors, qui est volontaire pour aller dire au chef qui s'est trompé? Et là, vous avez celui qui sort d'école. Il dit, bah moi, je vais lui dire. Voilà, il y va. Et quand il travaillera dans sa nouvelle entreprise, il comprendra les conséquences de dire au chef qu'il s'est trompé. Alors, malheureusement, certains décideurs, vous n'en faites plus partie, heureusement, ne font pas la différence entre experts et managers, ne font pas la différence entre simple, compliqué, complexe. Et donc, ils sortent d'une salle de réunion sur laquelle scintille une centaine de post-it, mais la peur au ventre, est-ce qu'il faut aller au nord ou au sud? Malheureusement, pour répondre à cette question, ils risquent de sortir de la pyramide hiérarchique
pour se retrouver dans une tour d'ivoire. Dans toutes les organisations, on a des pyramides hiérarchiques, la petite pyramide de l'équipe, celle du projet que vous connaissez bien, où toute l'organisation est dans un monde idéal. Eh bien, on aimerait co-construire pourquoi on irait au nord plutôt qu'au sud à l'étape 3 de mon architecture des décisions complexes. Et le faire avec ceux qui vont exécuter la future décision ou qui seront impactés et non pas avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme ou l'ancienneté. Et puis, on aimerait également co-construire comment on va y aller, sinon on risque de faire 50 km et d'y aller tout seul. Malheureusement, cette pyramide devient parfois une tour d'ivoire dans laquelle au sommet, le chef ou le comité de direction ne voit pas toutes les expertises dont on a besoin, ne mesure pas toutes les interactions entre les différentes expertises et risque de prendre une décision dans une fiction, dans un rêve qui pourrait devenir un cauchemar dans l'exécution. En bas de la pyramide devenue tour d'ivoire, les collaborateurs vont dire: ah mon Dieu, le chef ou le codir X ou le codir Y, ils n'ont pas vu qu'on avait besoin de cette expertise ou de celle-là, ils n'ont pas vu l'interaction catastrophique entre cette expertise et celle-là. Alors, quelle est l'origine de la tour d'ivoire? Eh bien, elle résulte d'une confusion entre le rôle d'expert et le rôle de manager. Un expert, c'est quelqu'un qui traite de sujets techniques compliqués, et j'ai déjà présenté parce qu'il est actuellement enfermé dans son bureau. Il n'a pas le droit de sortir, pas le droit de boire, pas le droit de manger, tant qu'il n'aura pas trouvé une solution qui est sûre à 100%. Et quand il sortira de son bureau à quatre pattes, assoiffé, affamé, eh bien, il va prendre une décision en fonction de la subsidiarité, étape 5 de l'architecture, qui correspond aux délégations de pouvoir pour définir des responsabilités. Et s'il est seul responsable, il décidera seul. Si c'est deux ou trois personnes, la décision sera collégiale. Au début de notre carrière, on est compétent. Les années passent et un jour, on devient expert. Et à ce moment-là, quelqu'un toque à la porte de mon bureau. Oh, pardon, c'est un peu has-been. Quelqu'un toque à la porte de mon open space. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que ça fait beaucoup moins de bruit. Donc, quelqu'un toque à la porte de mon open space et vient me voir avec un grand sourire en me disant: félicitations, maintenant nous te reconnaissons comme un expert et pour te récompenser, nous allons te nommer manager. Mais nous ne voulons pas perdre ton expertise, donc tu vas être à la fois un expert et un manager. Et là, à ce moment-là, le ciel me tombe sur la tête. On me dit qu'il faut que je développe la performance, il faut que je développe l'efficacité collective, il faut que je réorganise. Et mon compliqué n'est plus le compliqué métier que j'ai appris à l'école, c'est un compliqué implémentation. Il faut que je suscite l'adhésion du collectif dans la mise en œuvre de ma nouvelle organisation ou de ma nouvelle stratégie. Et là, donc, je dois passer en mode co-construction. Alors malheureusement, parce qu'on me demande de continuer à être un expert et qu'on m'a nommé manager parce que j'étais expert, je peux avoir tendance dans mes processus décisionnels à survaloriser la technique et à sous-valoriser l'humain. Pourtant, on a besoin des deux éléments quand on prend une décision. Dans une décision, on doit rassembler tous les facteurs techniques, explicites, conscients, les caractéristiques techniques, les budgets, les délais, tout ça, c'est l'ossature de la prise de décision. Mais on doit également repérer les facteurs humains, tout ce qui est implicite, inconscient, la culture, la psychologie, les émotions, les ambitions, les jeux de pouvoir, les stratégies d'acteurs, les traits de caractère, et tout ça aussi bien en interne avec les managers et les collaborateurs qu'en externe avec les concurrents, les clients ou les fournisseurs. Alors aujourd'hui, à la fin de cette présentation, un choix va s'ouvrir à vous, un choix fondamental. Je ne ferai pas de référence à Matrix, mais vous m'avez compris. Est-ce que vous souhaitez continuer à faire de la conduite du changement ou est-ce que vous allez passer à la co-construction du changement? On a donc la conception de la décision sur des enjeux collectifs qu'on va exécuter. Et quand on joue avec la chance, eh bien, on fait de la conduite du changement. On va passer 95% du temps sur la technique, le 20% du temps un petit peu quand même. Et avec qui on va co-construire? Eh bien, avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté, le comité de direction, des femmes de terrain, des hommes de terrain. Ils voient le terrain, mais ils ne vivent pas le terrain. Et puis ensuite de ça, dans l'exécution, il y a toujours un peu de détails techniques qui se traitent dans l'exécution. Et c'est là où on va mettre en jeu la conduite du changement, les alliés, les opposants, etc., avec des murs de post-it. Alors voilà ce qu'on fait actuellement. Alors les pourcentages, c'est pédagogique, c'est une moyenne de ce que j'ai observé ces 25 dernières années.
Et voilà ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter de jouer avec la chance, avec la conduite du changement, et de co-construire le changement en gérant les risques décisionnels. On garde nos 95% de technique, mais là, on passe à 80%. Et c'est quoi notre 80%? Eh bien, c'est l'étape 4 de l'architecture, c'est quand on se projette sur l'implémentation de la décision avant de décider et on co-construit le projet de décision et l'implémentation de la décision avec ceux qui vont exécuter la future décision et ceux qui seront impactés. On a toujours notre 5% de technique là, et ce 20%, c'est quoi? Eh bien, ce 20%, ce ne sont plus des enjeux collectifs, ce sont des enjeux individuels. Ce sont ceux qui perdent leur boulot, ceux qui doivent déménager, ceux qui doivent se former. Et donc, la conduite du changement reste, mais comme une compétence du manager coach qui doit accompagner ses collaborateurs dans les étapes du deuil. Si les facteurs humains sont ignorés, sous-estimés, mal évalués dans la phase de conception, considérant qu'ils relèvent de la phase de l'exécution, on ne gère plus les risques décisionnels, on joue avec la chance. Alors, je vais vous présenter maintenant, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous présenter un des 15 outils de l'architecte des décisions complexes. C'est le chef parle toujours en dernier dans les réunions de résolution de problèmes, sinon on active un biais cognitif qui s'appelle le biais d'autorité et qui consiste à accorder plus de valeur aux idées du chef qu'à celles de ses collaborateurs. Le chef parle quand il veut dans les réunions d'information, de coordination, mais quand il est dans une séquence décisionnelle d'une réunion, que le sujet soit simple, compliqué ou complexe, il devrait parler en dernier. Alors sachez que les organisateurs du Project Management Institute ont cassé la tirelire et nous allons avoir une visioconférence avec Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui va nous donner sa vision de est-ce qu'il faut parler en premier ou est-ce qu'il faut parler en dernier. In every meeting that I attend, I always speak last. And I know from experience, if I speak first, even very strong-willed, highly intelligent, high judgment participants in that meeting will wonder, well, if Jeff thinks that, I came in this meeting thinking one thing, but maybe I'm not right. And so you can do little things like if you're the most senior person in the room, go last. Let everybody else go first. In fact, ideally, let's try to have the most junior person go first and the second, then try to go in order of seniority so that you can hear everyone's opinion in a kind of unfiltered way. Because we really do. We actually literally change our opinions. If somebody who you really respect says something, makes you change your mind a little. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par les biais cognitifs comme le biais d'autorité, considérant que vous n'avez pas ce biais et que vos collaborateurs non plus, on a Jeff Bezos qui nous explique les conséquences de parler en premier ou pendant la réunion. Et il va même un peu plus loin parce qu'il évoque également le biais d'autorité entre les anciens et les jeunes, où si on laisse parler les anciens en premier, les jeunes vont se dire si un ancien a dit ça, il doit avoir raison et moi j'ai tort. Alors qu'on devrait plutôt laisser parler les juniors, les jeunes en premier, pour éviter l'activation du biais d'autorité. Alors, le chef parle en dernier, c'est sincèrement, et c'est pour ça que c'est l'un de mes livres, c'est quand même 65 pages juste sur ça. C'est une des compétences les plus difficiles et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette présentation, parce que c'est une des compétences les plus difficiles à mettre en œuvre, même si Jeff Bezos l'a dit, même si biais d'autorité. Et j'ai trouvé la raison, en fait, de cette difficulté. C'est parce que la devise du décideur expert ou du chef expert, c'est qu'il a toujours raison. Un expert qui n'a pas toujours raison n'est pas un expert, c'est quelqu'un de compétent. Et quand vous ne faites pas la différence entre manager et expert, eh bien, vous devenez un manager en posture d'expert. Et donc, après avoir un peu réfléchi dans votre bureau, vous arrivez dans une réunion avec vos collaborateurs et vous leur dites, voilà, qu'en pensez-vous? Mais ce que vous allez essayer de faire, c'est de convaincre tous les participants de la réunion que vous apportez les meilleures idées, les meilleures solutions. Sinon, vous risquez de perdre votre légitimité d'expert qui vous a permis de devenir manager et donc vous risquez de tout perdre. Pour cette raison, le chef parle toujours en dernier. C'est une aberration parce que je ne pourrais pas convaincre mes collaborateurs, les participants de la réunion que j'apporte les meilleures idées, si je parle en dernier. Si vous voulez sortir de la tour d'ivoire, il faut d'abord sortir de la confusion entre expert et manager. Un manager devrait toujours être en posture de manager.
Alors, pour conclure cette présentation, j'imagine que certains d'entre vous, enfin ceux qui n'ont pas encore fait d'AVC cognitif, j'espère que vous êtes nombreux. En tout cas, quand je vous disais qu'il fallait faire tout l'inverse de ce qu'on fait depuis le début de la carrière, pour l'instant, je n'ai pas trop menti, j'espère. Eh bien, il y a peut-être une question qui vous trottine dans la tête. Suis-je dans une tour d'ivoire? Être ou ne pas être dans une tour d'ivoire? Prenez une feuille, vous avez 3 heures. Voilà, on n'a peut-être pas 3 heures, donc je vais vous donner la réponse. Eh bien, quand vous êtes chef, c'est-à-dire en position hiérarchique, que vous soyez chef de projet ou chef de n'importe quoi, et que vous traitez un sujet complexe, vous êtes de facto dans une tour d'ivoire. Pour en sortir, vous avez besoin d'une boîte à outils, celle de l'architecte des décisions complexes, 15 outils, 17 compétences qui sont tout l'inverse de ce que vous faites depuis le début de votre carrière. Attention de ne pas confondre être sur le terrain, voir le terrain, être une femme de terrain. Vous êtes une femme de terrain, vous êtes un homme de terrain, mais quand vous traitez un sujet complexe, vous êtes dans une tour d'ivoire. Ceux qui ne sont pas dans une tour d'ivoire, ce sont ceux qui vivent le terrain. Qui vivent le terrain? Eh bien, ce sont ceux, dans l'étape 2 de l'architecture, j'ai dit analyser qui sont les clients, fournisseurs internes, externes. Ceux qui vivent le terrain, ce sont ceux qui vont exécuter la future décision, fonction opérationnelle, et ceux qui sont impactés par la future décision, RH, RH juridique, financier. Alors, la tour d'ivoire, elle est la conséquence de l'iceberg de l'ignorance qui a été formalisé par Sidney Yoshida. Je me suis renseigné, il n'est pas breton. A priori, il est vraiment japonais. Et Sidney Yoshida a expliqué que les dirigeants, les top exécutifs, ne connaissaient que 4% des problèmes d'une organisation et qu'ils ignoraient 96% des problèmes de l'organisation quand les managers de proximité et leurs collaborateurs reconnaissaient 100% des problèmes. Ce qui signifie qu'au moment de prendre une décision sur un sujet complexe, les dirigeants ignorent 96% des problèmes qui seront générés par la mise en œuvre de la future décision. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas concevoir une décision uniquement avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme et l'ancienneté. Si je reprends mon processus, on voit ici que au moment avant de décider, donc, pourquoi j'ai mis cette étape 4 de sécurisation? Pourquoi je dis ici, il faut se projeter sur l'implémentation de la décision avant de décider, d'essayer d'imaginer le niveau d'impact, quand c'est qu'on aura un retour sur investissement, les coûts, les moyens, les efforts d'implémentation, d'animation, la création, la destruction de valeur pour toutes les parties prenantes, les actionnaires, les managers, les collaborateurs, les clients, le climat, etc. Eh bien, parce que les décideurs ignorent 96% des problèmes qui seront générés par la mise en œuvre de leurs futures décisions. Et c'est aussi pour ça qu'il faut anticiper les impacts humains ici et non pas après, quand on est dans l'étape 6. Faire comme avant, à la fin de cette présentation, c'est faire de la conduite du changement avec le filtre hiérarchique qui fait que, mis à part les jeunes, qui n'ont pas encore de crédit sur le dos, personne n'osera dire au chef qu'il s'est trompé, mais de remplacer ça par la co-construction du changement, aussi bien dans l'étape 3 que dans l'étape 4, et non pas avec ceux qui ont les étoiles sur les épaules ou les galons, mais avec ceux qui vivent le terrain, pas avec ceux qui sont sur le terrain. Alors rassurez-vous, ceux d'en haut ne voient pas tout, mais ceux d'en bas non plus. Ceux d'en bas ignorent 100% des problèmes connus des exécutifs, tout ce qui est problèmes géopolitiques, économiques, réglementaires. Donc, on connaît bien les problèmes qui sont proches de nous, et c'est pour cette raison qu'on a besoin de toutes les intelligences. Comment prendre des décisions éclairées quand on ne fait pas la différence entre simple, compliqué et complexe? Quand vous faites du command and control dans le compliqué en disant on va y aller à pied parce que gratuit, parce qu'à pied c'est gratuit et gratuit sans mépris, vous y allez tout seul. Et quand vous faites du mur de post-it sur le complexe, préparez-vous à rigoler, je vais la refaire une deuxième fois. Donc, si vous faites du mur de post-it sur le complexe, vous risquez de courir plein nord alors qu'il fallait courir plein sud, et on va dire de vous que vous êtes à l'ouest. Bon là, si vous n'avez pas rigolé, c'est vraiment j'ai été nul. Comment prendre une décision éclairée si on ne fait pas la différence entre la posture de l'expert qui doit forcément toujours avoir raison
et la posture du manager qui doit co-construire avec ceux qui vivent le terrain. Quand vous ne faites pas la différence entre prendre une décision, et c'est 5 étapes, concevoir la décision, c'est une étape parmi 5. Quand on ne fait pas la différence entre vivre le terrain et être un homme ou une femme de terrain, quand on ne fait pas la différence entre juxtaposer des idées et hybrider des idées dans le brouillard, on doit trouver le point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. C'est la seule condition pour gérer les risques décisionnels. Et enfin, quand on ne fait pas la différence entre parler en premier et en dernier, qu'on active le faillotage et qu'on finit par entendre que nos collaborateurs, pardon, nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas prendre des décisions éclairées avec les techniques classiques de management. J'aimerais vous apporter des bonnes nouvelles à la fin de cette présentation, mais il faut faire tout l'inverse de ce qu'on fait depuis le début de notre carrière, comme par exemple, l'an dernier, donner la parole aux jeunes avant de donner la parole aux anciens. Et l'heure est venue maintenant pour vous de prendre une grave décision. L'heure a sonné de décider si vous allez faire comme avant ou si vous allez faire autrement, mais rassurez-vous, on va avoir une petite séquence de questions où je pourrai répondre à vos interrogations, vos réactions, etc. Merci de votre attention. En tout cas, bah, merci beaucoup, Olivier. Un grand Yanis, merci. dis-moi juste qu'on m'a bien entendu que ça fait pas 40 minutes que je parle dans le vide. Non, c'est bon pour nous. Je vois que les Parfait. gens ont dit merci, donc j'en déduis que s'ils disent merci, c'est qu'ils ont bien entendu. Alors, c'est pas terminé hein, pour ceux et celles qui, justement, on va passer aux questions et réponses et ensuite vous aurez l'occasion d'échanger avec Olivier. Alors, déjà, une question qui en est ressortie, c'est est-ce qu'il y aura les supports? Est-ce que les supports seront accessibles ou non, ou ce sera seulement dans le cadre de ce webinaire? C'est une question qui en est ressortie majoritairement. Alors Yanis, hein, tout ce que j'ai raconté se trouve dans mes livres et je crois qu'il y a D'accord, un replay qui est réservé uniquement donc, exactement. aux membres. Hein, donc, il n'y aura pas de choses sur la place publique, mais voilà, tout ce que je vous ai raconté, vous avez mes blogs également, hein, et puis vous pouvez lire l'intégralité de mes livres sur axiopol.com. Donc, comme je dis, dans le chef parle toujours en dernier, le chef écoute toujours en premier, l'excellence décisionnelle. Vous allez retrouver la substantifique mind. Ce qui ne s'y trouve pas, c'est l'architecture avec les 6 étapes. Et ça, je vais l'écrire cet été et le publier en septembre, mais vous l'avez vu là, je pense que vous avez. Voilà. En tous les cas, Bien. donc seuls ceux qui sont membres du PMI auront le replay. Alors, je vais donner la parole à Ashraf Gorbel, qui a posé plusieurs questions. Normalement, Ashraf, tu peux parler, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Oui, oui, oui. Bonjour, Merci Ashraf. beaucoup. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, Zahra, vos travaux sont une source d'inspiration pour moi, qui cherche vraiment à réconcilier performance et inclusion. En fait, j'ai deux petites questions que j'aimerais avoir la réponse. Comment installer durablement une culture d'intelligence collective dans des institutions souvent marquées par des logiques hiérarchiques très verticales? Et la deuxième question, l'intelligence collective est-elle compatible avec des situations d'urgence où les délais sont courts et la pression forte? Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais répondre rapidement. Aujourd'hui, enfin, il y a tout un tas de gens qui sont dans l'écosystème, les experts, les facilitateurs. Merci hein, à tous pour ceux qui me font des feedbacks. Ça m'envoie des doses de dopamine et je vais probablement devoir être hospitalisé pour une overdose de dopamine. Et merci à tous. Voilà, alors il y a tout un tas de facilitateurs en intelligence collective, souvent des gens qui viennent du coaching et qui expliquent il y a des prérequis, qu'on ne peut pas se lancer là-dedans comme ça, qu'il faut faire du coaching, il faut changer les savoir-être, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'humilité, il faut que les gens s'écoutent, etc. Et donc, il faut changer la culture de l'organisation. Et après quoi, ça y est, on pourra rentrer dans les savoir-faire, les process, les méthodes. Voilà. Alors, si vous voulez faire aboutir l'architecture des décisions complexes en 3152,
c'est exactement ce qu'il faut faire, essayer de changer la culture. Ça n'arrivera jamais, et je vais vous le démontrer par un petit sondage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai interrogé des gens et je leur ai dit, est-ce que vous écoutez vos collaborateurs? 100% des gens m'ont dit, oui, je les écoute. Est-ce que vous faites preuve d'humilité? 100% des gens m'ont dit, oui, je suis super humble. Est-ce que vous êtes bienveillant? Et 100% des gens à qui j'ai posé la question m'ont dit, oui, je suis bienveillant. Alors j'ai dit, très bien, je vous pose une deuxième question. Est-ce que vous connaissez des gens qui n'écoutent pas, qui sont prétentieux et malveillants? Ah bah oui, mon chef. Et puis alors, lui et lui. Moi, j'ai jamais été bon en maths, hein, mais comment on peut avoir 100% de gens bienveillants, à l'écoute, machin, etc., et 100% de gens qui ne le sont pas? Voilà, comment progresser sur un savoir-être fondamental dans l'intelligence collective quand tout le monde considère que c'est un acquis. Donc ça ne fonctionne pas. Pour moi, on ne doit pas changer les gens, on ne doit pas changer la culture. On doit faire ce qu'on sait très bien faire dans l'excellence opérationnelle, dans le lead management et dans toutes les techniques de gestion de projet. Qu'est-ce qu'on fait? Du savoir-faire, des méthodes, des process, les 5 pourquoi, des grilles de lecture, des grilles de questionnement. Et ce qu'on veut, c'est pas changer les gens en général. Ce qu'on veut, c'est changer les gens le temps d'une réunion sur une prise de décision. Tu es quelqu'un qui n'écoute pas et qui est prétentieux et malveillant, mais quand tu rentres dans la salle de réunion où nous allons co-construire une solution, eh bien, on va t'obliger à suivre des processus, des règles qui vont t'obliger à écouter. Et je vais vous faire un petit bonus parce que je vous ai pas donné beaucoup d'outils, mais je vais vous donner un outil absolument magnifique, très innovant, euh, euh, s'appelle, alors c'est innovant, mais ça date quand même d'il y a 200 000 ans. Ok. Alors, je vais vous présenter un outil innovant, innovation managériale qui existe depuis 200 000 ans. Ça s'appelle le tour de table à l'oral. Ouais, parce que pourquoi c'est innovant? Mais parce que personne ne le fait. Ou alors on fait vraiment quand voilà. Donc le tour de table à l'oral est le cœur du réacteur de l'architecture des décisions complexes parce que c'est la seule méthode qui permet de distribuer la parole et que tout le monde écoute réellement tout le monde. Et quand j'écris mes post-it, c'est sûr, je distribue la parole, mais est-ce que tout le monde écoute réellement tout le monde? Voilà. Donc, non, alors non, on ne change pas la culture, on change les comportements le temps d'un processus, d'une étape, d'une réunion, et on le fait avec des savoir-faire, comme par exemple le tour de table à l'oral. C'est pas ton tour de parler, alors tu vas devoir te taire alors que tu voulais parler. Savoir se taire euh, quand, alors qu'on voudrait parler. C'est ça, écoutez, savoir se taire alors qu'on voudrait parler. Parce que se taire quand on n'a rien à dire n'est pas une compétence. Dernière partie de ta question, je vais essayer d'aller plus vite sur les autres réponses, mais c'était important. Est-ce qu'on peut traiter est-ce qu'on peut faire de l'intelligence collective dans l'urgence? Non. Et c'est pour ça que j'ai mis l'étape 1, identifier l'obsolescence, identifier l'important avant qu'il devienne urgent, quand la maison est en train de brûler. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, ça va faire 3 pensées balistiques, faux participatif, et puis ensuite euh, consensus, hein, décision collective, et après conduite du changement. Voilà, désolé, c'était un peu long, je vais essayer d'aller plus vite pour les prochaines Merci questions. à toi, Olivier. Alors, on va donner la parole à Elisabeth Gauthier, Alors, alors, si elle nous entend. Oui, Hamid? Hamid? Oui. oui, On t'entend pas, Hamid. Elisabeth, si tu veux prendre la parole, tu avais une question pertinente. Est-ce que Est-ce vous que vous m'entendez? m'entendez là? Oui, Elisabeth, c'est bon, 505. Elisabeth. Oui, Elisabeth, c'est bon, c'est bon. Ouais. Et bonsoir, donc dans une optique de partage, hein, et tout d'abord un grand merci à vous, Olivier. Donc pour partager tout ce que là j'ai entendu et auquel je souscris, en étant, et je ne sais pas si je sais prendre de bonnes décisions de manière avec des processus qui vont vers l'excellence, en tout cas j'essaie. Ça m'a fait penser au paradoxe d'Abilène, donc peut-être certains connaissent. Donc le paradoxe d'Abilène c'est une parabole qui a été élaborée par un sociologue américain suite à l'affaire du Watergate aux États-Unis dans les années 60 et illustre parfaitement le biais d'autorité et donc comment un groupe prend la seule décision
que chaque membre du groupe n'aurait pas prises individuellement. Voilà. Donc, c'est comment un groupe décide d'aller au nord, alors que tout autour de la table, tous les membres qui sont responsables de co-décider, dans son fond intérieur, pensent qu'il faudrait aller au sud. Voilà. Donc, je vous invite, j'ai mis un lien parce que j'ai trouvé un article là en écoutant excusez-moi, j'ai toujours des problèmes pour parler, certains comprendront, sur Jungle, qu'est-ce que c'était, sur quoi, je ne sais plus quoi, enfin sur Welcome to the Jungle, mais il y a des tas d'articles peut-être plus sérieux qui décrivent bien le paradoxe d'Abilène et le biais d'autorité et comment il faut s'en méfier dans la prise de décision, notamment de décisions stratégiques. Est-ce que ça vous parle, ça, Olivier? Tout à fait. Je n'ai pas voulu créer de l'anxiété dans cette présentation, donc je n'ai pas parlé des biais cognitifs, parce que là, c'était plus la Mhm. séquence frisson, c'était la séquence Mhm. horreur, mais tout à fait, très Mhm. juste. Avant de donner Voilà. la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais prendre une remarque de Soufiane qui parle de Volkswagen parce que c'est très important. J'ai parlé de Boeing tout à l'heure avec le Boeing 737 MAX, mais ce qui s'est passé avec le Dieselgate est une magnifique illustration de ce que c'est la différence entre être bon et être chanceux. En 2009, le comité exécutif de Volkswagen, avec des gens qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience, hein, des femmes et des hommes de terrain, doivent décider est-ce qu'on va faire des moteurs thermiques moins polluants, mettre des milliards sur l'hybride, sur l'hydrogène ou sur l'électrique. Et en 2009, ils disent on va faire du moteur thermique moins polluant. Allez, go les ingénieurs! Et puis, évidemment, ils n'y arrivent pas. Et on arrive au Dieselgate. Et en 2015, 7 ans plus tard, les dirigeants de Volkswagen se retrouvent au tribunal et découvrent que depuis 7 ans, tout le monde fait semblant de courir vite vers du thermiquement polluant parce que tout simplement, les filtres hiérarchiques ont fait que l'information n'est pas remontée. Et donc, ces dirigeants de Volkswagen ne sont pas des architectes des décisions complexes. Des fois, ils sont chanceux, des fois, ils sont malchanceux. Et c'est pareil pour les dirigeants de Boeing. Ils ne gèrent pas les risques, ils jouent avec la chance. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir de la chance. Il y avait quelqu'un qui levait la main tout à l'heure. Qui a Oui, passé la tout à main. fait. Donc, avant de passer la parole à Sofiane Abouliatim, on avait une personne qui s'appelle Stéphanie qui avait levé la main, mais je crois qu'elle n'est plus connectée. Alors, je propose qu'on passe la parole à Soufiane Abouliatim. Justement, merci Yanis, merci Olivier. C'était le but de ma question auquel a répondu Olivier à l'instant. Et c'était, de ce que je comprends, c'est principalement lié à la chance. Et ce qui fait qu'il faut plutôt travailler cet aspect-là pour pouvoir déjouer ces biais. On peut dire que c'est des biais, donc essayer de dépasser ces biais-là pour faire remonter l'intelligence collective. Voilà, excuse-moi, Sofiane, c'est bien que tu prennes la parole. C'est effectivement cette remarque que je prenais. Sachez qu'en fait, quand on veut contourner les biais cognitifs, sachant qu'on a tous des biais et qu'on n'en a aucune conscience, il n'y a que deux façons de les contourner. La première, c'est d'avoir un collectif, mais qui est dans ce collectif? Des clones, des gens qui ont le même diplôme, la même ancienneté, des gens qui ont, voilà. Ou est-ce que c'est une diversité? Donc ceux qui vont exécuter ou qui sont impactés, donc il faut du collectif. Et puis ensuite, il faut un système de décision. Et donc, par exemple, si le chef ne parle pas en dernier, ben, biais d'autorité. Tu dis, qu'en pensez-vous? Biais de la pensée de groupe. Voilà. Et donc, je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais il y a le biais des cousins irrécupérables. Il y en a 188 comme ça qui ne demandent qu'à pousser vers des décisions irrationnelles. Et en fait, si on n'avait pas de biais cognitif, eh bien, on n'aurait pas besoin d'une architecture des décisions complexes. C'est parce qu'on a des biais cognitifs qu'on a besoin d'une architecture. Merci, Je vais Olivier. donner la parole à Julie. Oui, exactement, je lui ouvre le micro. Bonjour, Ah, Julie. Enfin, bonsoir, Oui, Julie. bonjour. J'espère que mon téléphone ne va pas couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Olivier, salut. Je suis trop contente d'avoir entendu ta présentation. C'est tout à fait évidemment du pain béni pour nous à l'Institut de la collaboration globale. J'avais juste une réaction sur la culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc nous, on va partout pour modifier les dynamiques individuelles et collaboratives en même temps. Et ce qui est très amusant, ce qu'on constate à chaque fois, c'est qu'effectivement, la culture ne change pas. Avant, on avait des gens qui
effectivement, donc, étaient toujours satisfaits d'eux-mêmes. Maintenant, la réaction qu'on a, c'est à chaque fois qu'on fait des groupes, c'est les groupes nous disent non, mais c'est normal, si ça marche aussi bien, on est un super groupe. Et donc, on arrive à modifier les dynamiques individuelles pour que les gens pensent collectif, mais on reste finalement des humains. Et donc, ils sont toujours tellement fiers d'eux. Alors, nous, on réagit en leur disant ah ben, c'est marrant, tous les groupes nous disent la même chose. Donc, voilà, c'était une remarque, j'espère que tu la comprends. En tout cas, pour nous, c'est très amusant à constater à quel point l'humain a besoin toujours d'être tellement fier de lui. Avant, c'était individuel, maintenant, c'est sur le collectif. Mais c'est un changement très positif, c'est du progrès. L'autre chose, c'est, tu disais que ce n'était pas possible de faire de la décision complexe dans l'urgence. Ce n'est pas mon expérience. Alors, je voulais que tu approfondisses un peu les choses. Alors, évidemment qu'on peut le faire, mais on va manquer de temps, on va avoir des problèmes. Quand on est dans le complexe, on est sur différents départements, il faut arriver à ajuster les agendas. Donc, quelle est cette complexité, hein? C'est aussi, est-ce que je suis dans une boîte de 200 000 salariés ou est-ce qu'on est dans une PME avec 50? Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les grosses structures, pour arriver à aligner les agendas, faire que les gens se réunissent pour co-construire, etc., ça prenait du temps. Donc, effectivement, tu as peut-être raison que sur un sujet complexe, quand on est 10 ou un petit nombre, ça peut aller, mais quand on commence ou alors avec des parties prenantes externes sur lesquelles on n'a pas de pouvoir hiérarchique. Et juste pour reboucler, Julie, par rapport à ce que tu disais, quand je disais tout à l'heure, on ne change pas la culture. En fait, si, on change la culture, mais on la change par le savoir-faire. Je prends un exemple. Quand on dit je parle en dernier, le chef parle en dernier, ben, il se met dans une posture d'humilité. Quelque part, bah, il est un peu forcé, hein, parce qu'on lui dit que tu dois parler en dernier. Mais en écoutant, en parlant en dernier, d'abord, il développe son écoute et il développe son humilité. Il dit, je ne sais pas tout, hein, et il peut découvrir que des gens qui ne prenaient jamais la parole, que ces idées qu'il trouvait géniales, ben, à force de parler en dernier, il peut se dire, mince, en fait, ce stagiaire-là, cette personne-là, très introvertie, qui prend jamais la parole, ben, finalement, il y a plein d'idées qui apparaissaient pas avant, et il peut trouver des bénéfices dans le fait de plus se dire, ben, je parle en dernier parce que c'est une règle de l'architecture des décisions complexes, mais je le fais parce que finalement, voilà. Et donc, en fait, ma croyance et mon observation, c'est que en utilisant des savoir-faire, comme le tour de table à l'oral, le fait de parler en dernier, etc., ça me fait adopter des nouveaux comportements. Et si je trouve que ces nouveaux comportements m'apportent des bénéfices comme plus de solutions, moins de conflictualité, des meilleures décisions, eh bien, progressivement, je vais changer. Mais pour moi, le changement n'est possible que s'il se fait enfin, naturellement, voilà, sans qu'on m'en donne l'ordre en me disant, voilà, je complète ça. Quelqu'un d'autre pour une question? Et merci Julie de Euh, ta contribution. alors on a Guillaume Germinet et Mouna. Guillaume Germinet. Oui, oui, si vous m'entendez. J'avais quelques questions. Déjà merci beaucoup, hein, pour la présentation très, très intéressante. Alors on reste un peu sur notre faim parce qu'on a envie d'accéder à cette boîte à outils. Est-ce que la boîte à outils, on va la trouver dans les 3 livres que vous nous avez présentés? Ou bien elle sera présente dans, l'ouvrage que vous allez, donc rédiger cet été et donc qui sera disponible en début d'automne? C'est la première question. Ensuite, vous avez cité Boeing, et donc histoire de faire un peu de cocorico, est-ce que Airbus est-il chanceux ou bien fait-il preuve d'une certaine forme d'intelligence collective? Est-ce que vous avez alors c'est peut-être aussi des données, confidentielles dont vous ne pouvez pas nous dire plus, hein, bien sûr, mais voilà, j'aurais été, intéressé pour, voilà, avoir 2-3 informations là-dessus. Et enfin, de façon beaucoup plus large, si on sort du domaine des avionneurs, est-ce que vous avez, fréquenté, est-ce que vous connaissez des sociétés qui ont mis en forme des pratiques, hein, d'intelligence collective dans leur process? Alors on a vu, l'exemple qui a été cité là par le PMI, mais est-ce que des boîtes, type, Facebook ou d'Elon Musk, mettent en place ce type de process? Voilà. Merci Guillaume.
Alors, sur les livres, non, le livre que je vais sortir, c'est un peu une sorte de synthèse mais architecturée justement sur les process que j'ai montrés. Donc, il n'y aura pas vraiment de nouveautés dans le livre à sortir. Dans les 3 livres que j'ai mentionnés, Le chef parlant dernier, Écoute en premier et L'excellence décisionnelle, tu vas retrouver la presque totalité du contenu de cette présentation. Pour Airbus, je n'ai pas travaillé pour eux, donc je ne sais absolument pas. Mais ça va me permettre de reboucler avec la troisième partie de ta question. Qui le fait? Alors évidemment, comme on est dans l'innovation managériale, ça fait comme des années que je fais des formations et je me retrouve comme dans toutes les innovations avec la courbe d'Everett Rogers, hein, avec les réfractaires, les suiveurs et puis les early adopters. Je sais que, voilà, d'ailleurs, comme n'importe quelle formation en management, hein, il y a ceux qui s'emparent de ça, qui sont trop contents, ceux qui disent quand tout le monde le fera, je le ferai, et puis ceux qui disent je suis à la retraite dans 4 ans, court toujours. Donc, et puis ensuite de ça, il y a un mélange qui est fait entre le simple, le compliqué, le complexe. Et donc, dès que je fais un mur de post-it, ça y est, je fais de l'intelligence collective. Non, c'est pas parce qu'il y a 10 personnes autour de la table que tu as fait de l'intelligence collective. Peut-être tu as activé le biais d'excès de confiance, le biais de négativité, le biais de la pensée de groupe, le biais des coûts irrécupérables, le biais d'autorité. Non. Donc, il y a aujourd'hui, malheureusement, j'oserais même pas donner le nom d'une société parce qu'il y a ceux qui le proclament, il y a ceux qui disent qu'ils le font. Même sur ceux que j'ai formés, qu'est-ce qu'ils font réellement derrière? Voilà. Donc tout ça, je crois que on est plus dans des îlots, un peu comme voilà, comme avec ce qu'on appelle les early adopters. On a des départements. D'ailleurs, au passage, ceux qui travaillent dans les directions des systèmes d'information sont souvent beaucoup plus avancés sur ces sujets que d'autres, hein. Entre le service comptabilité et RH, on peut pas avoir un truc global comme ça. On a peut-être au marketing, peut-être sur les dimensions techno, puis évidemment, il y a des départements qui ne font que ça, hein, tous les coachs agiles et compagnie. Voilà, donc je serais pas capable, parce que je veux pas donner, envoyer des lauriers et puis en même temps flageller. Je peux juste te dire 2 choses là qui étaient Boeing et Volkswagen. Eux, là, on a une preuve avec le prélèvement ADN qu'ils sont chanceux ou malchanceux. Voilà, ça avec certitude, ils ne sont pas bons. Voilà. Et la question à se poser, c'est simple, hein, c'est voilà. Donc moi, quand je fais mes présentations, comme je l'ai fait aujourd'hui, on regarde et on se dit, qu'est-ce que je fais de ce qu'il présente? Et moins j'en fais, plus je joue avec la chance. Voilà. Merci Olivier. Alors, Avec Olivier, avant de plaisir. passer la parole à Mona, on a une question à l'oral, enfin une personne qui nous a écrit une question qui est intéressante, c'est comment pouvons-nous positionner l'intelligence collective dans un processus de changement tel que les 8 étapes de Kotter? Alors moi, j'ai présenté, hein, moi j'ai dit, on arrête la conduite du changement une fois que la décision a été prise et que les filtres hiérarchiques s'activent. Et on co-construit le changement de 2 manières. D'abord, on co-construit le changement avec ceux qui vont exécuter ou qui seront impactés, et non pas avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté. Donc, on part de la page blanche. On co-construit avec ces gens quelque chose, et c'est donc des méthodes d'hybridation. Donc, par exemple, dedans, bah, évidemment, il y a le tour de table à l'oral. Bon, moi, j'ai inventé une technique qui s'appelle le sprint digital, qui est une technique de tour de table à l'écrit qui remplace 40 minutes de tour de table à l'oral en 15 minutes à l'écrit. Donc, il y a ces techniques d'animation. J'utilise aussi le co-développement stratégique. Alors, pas le co-développement que certains connaissent, qui est en fait du co-développement de compétences avec Champagne et Paillettes, où on développe, voilà, c'est de la formation-action. Et moi, j'utilise cette approche-là avec une méthode de Balint qui date de 1949. Donc, tour de table à l'oral ou tour de table à l'écrit, co-développement. Et donc, voilà, on va co-construire à partir d'une page blanche une solution. Et ensuite de ça, la deuxième partie de la co-construction du changement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, anticiper l'implémentation de la décision avant de décider sur les impacts, sur les coûts, les efforts, les moyens d'implémentation, d'animation. Est-ce que quand on aura pris la décision, on aura des bénéfices dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans? Et puis, quelle est la création ou destruction de valeur par rapport aux actionnaires, aux managers, aux collaborateurs? Par exemple, on peut faire une décision
qui satisfait les clients, qui fait doubler le chiffre d'affaires, mais que les collaborateurs sont incapables de mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Et donc, on va créer de la valeur pour les actionnaires et pour le client, mais on va créer du désengagement et donc on va détruire de la valeur pour les collaborateurs et les managers qui ne sont pas capables de livrer la marchandise. Donc, c'est ça pour moi la co-construction du changement. C'est avant de décider et évidemment, je disais qu'il y avait deux objectifs. Gérer les risques décisionnels. Ben, si on a co-construit la décision avec ceux qui vont l'implémenter, je pense qu'on a plus de chances de gérer les risques décisionnels. Et en plus, je disais, il fallait créer un engagement collectif durable. Et je vais être beaucoup plus engagé à mettre en œuvre la décision parce que j'ai participé à sa co-construction et parce qu'en ayant participé à sa co-construction, eh bien, elle est le point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. Et ainsi, on sort de la conduite du changement, les alliés, les opposants, il faut donner du sens, il faut communiquer. Et on est très sur le comment. On n'est pas sur le pourquoi dans la conduite du changement, on est sur le comment. Comment vous allez mettre en œuvre? Ah ouais, mais en fait, c'est pas dans cette direction qu'il faut courir. Trop tard, filtre hiérarchique, gestion de carrière. Merci Olivier. Et après, on a Mouna. Et après, on terminera ici avec Ouais. cette question. Oui, Mouna, je t'en prie. Si Oui, tu déjà, peux. merci beaucoup pour ce webinaire très, très instructif, très ludique. Et du coup, Olivier Zara a répondu à la question parce que moi, je suis consultante en conduite du changement. Donc, j'ai eu des éléments et j'aurais juste une dernière question parce que j'aime bien la façon dont il présente les biais cognitifs. Et est-ce qu'Olivier, tu as prévu un livre prochain sur les biais cognitifs, en plus de ce que tu dois préparer l'été ou après ce que tu as préparé comme livre l'été? Il n'y aura pas de nouveauté dans le livre qui va sortir, c'est juste Oui, remettre un peu les 14 précédents livres dans la matrice que je vous ai présentée, qui n'est pas publiée. d'accord. Sur les biais cognitifs, chapitre 6 du livre L'excellence décisionnelle. Ah bah super, en plus je l'ai, donc super. Merci beaucoup. Magnifique. Bah, super. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Alors, merci en tout cas, Olivier. Un grand merci à toi. Alors, avant de vous passer le code pays très rapidement, euh, dans une logique d'amélioration continue pour améliorer l'initiative portrait et partage, on aimerait avoir vos feedbacks. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Merci beaucoup d'avance de prendre voilà, une minute pour répondre à ce feedback, à ce survey. Alors, voici le code PDU qui s'affiche. On va vous le mettre aussi par message. Donc, voici ici par message, vous avez reçu par message le code PDU. Et également aussi, vous avez le code PDU qui s'affiche. Alors, une question qui ressort souvent, c'est comment on déclare les codes PDU. En fait, c'est simple, vous allez sur le site pmi.org et vous allez dans My Certification et vous mettez PDU, après vous mettez claims PDU, vous mettez directement le code dedans et vous n'aurez rien à faire, ça sera automatiquement enregistré. Donc, On, voilà. on vient de créer quelques centaines d'architectes des décisions complexes, là. Exactement. Tu peux être fier de toi. Un jeudi Très fier. en soleil, en pleine chaleur, on a pu. Alors justement, En tout pour ceux qui cas, sont en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Olivier, parce que exactement. vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de félicitations de la façon originale que tu as présentée et le sujet est très intéressant. Donc, merci beaucoup à toi. Et je constatais que depuis le début, on était à peu près à 300 personnes et le nombre n'a pratiquement pas changé jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un record. Merci beaucoup, Olivier. Yanis, je Alors te laisse la voici. parole. Bah, merci beaucoup à toi, Hamid. Alors, voici deux. Alors, vous avez Olivier, notre speaker, qui a écrit des livres. Vous avez aussi Hamid, qui a écrit des livres. Alors, le dictionnaire de management de projet, un livre célèbre aussi dans le pilotage de projet. Alors, c'est celui aussi qui est le plus téléchargé. Pourtant, Hamid, hein, combien de temps tu as pris pour écrire ce livre? Tu as pris Ben beaucoup de écoute, temps. d'abord, c'est pas un livre personnel, je suis co-auteur. Donc, on était 6, donc édité à la FNOR. On a mis 5 ans pour écrire le dictionnaire. Et ça nous a inspiré pour écrire les 5 autres ouvrages. Donc, toujours avec la bande des 6, hein, collègues, anciennement de l'association AFITEP, qui précédait le PMI, et en dernier avec Mehdi et Jean-Christophe, on a à la FNOR en juin repensé le management de projet qui a l'air d'avoir pas mal d'écoute et de succès. Voilà, merci
ta présentation et tout ton sens de l'organisation, Yanis. Remerciements beaucoup, hein. Voilà. Olivier, alors c'est quoi le secret pour écrire 14 ouvrages? C'est quoi le secret? Il y a un secret, j'imagine. Le secret pour écrire 14 ouvrages, c'est de le faire en dose homéopathique. C'est-à-dire que, euh, je vais vous donner un peu le secret. Voilà. C'est des paquets de post-it et d'abord d'écrire sur des post-it, ensuite de formaliser ça dans des articles sur LinkedIn ou sur un blog. Quand il commence à y avoir pas mal d'articles, ça peut faire de la matière pour un livre. Et donc, c'est d'être vraiment par petites doses, en fait. Sinon, c'est pas possible. Si on commence à se faire un plan et essayer de rentrer du contenu là-dedans, c'est terminé. Donc, il faut être ambitieux, mais réaliste. Merci. Alors voilà, donc Sofiane nous demande où il pourra trouver cette matrice que tu as présentée. Donc j'imagine dans un de tes livres. Voilà, alors donc dans le 15e livre, il n'y aura pas de nouveauté par rapport aux 14 précédents, mais simplement je vais utiliser cette matrice comme la structuration du livre. Voilà. En gros, le livre va aller de l'étape 1 à l'étape 5 ou 6 en reprenant des éléments de mes précédents livres. C'est juste une sorte de synthèse quelque part. Voilà. C'est une synthèse euh, qui va permettre de voir le résumé des 14 précédents livres, mais dans la structuration des 6 étapes que j'ai présentées, la 5 plus 1. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on tenait à te remercier sincèrement, bien sûr, au nom de Bruno Doucet, le président et aussi sponsor de Portrait Partage, et aussi ceux qui ont co-organisé, parce que Kamel aussi, il n'est pas là, mais il a été aussi l'initiateur des cartes d'invitation. Pour certains qui ont reçu des cartes d'invitation, Hamid il a aussi beaucoup contribué aussi avec son esprit critique et aussi surtout le PMI et surtout cela grâce à toi, Olivier. Donc, on tient à te remercier et surtout aussi à nos spectateurs qui ont pris beaucoup de plaisir à t'écouter, j'en suis sûr. Et donc, voilà, le nous vous remercions vient de Claude Aimant, de son ancien webinaire, hein, le nous, l'importance du nous. Et donc, voilà, nous proposons de clôturer ce webinaire. Est-ce que, Olivier, tu as un dernier mot ou non? Oui, un dernier mot. D'abord, les questions se posent. En fait, le livre sortira en septembre. Et en tous les cas, merci beaucoup pour tous les remerciements et tous les messages. Et merci vraiment aux organisateurs. Vous n'avez pas vu, hein, mais c'était vraiment beaucoup de travail. Donc, on les applaudit tous en silence parce qu'on ne peut pas tous activer nos micros. Mais vraiment une très belle organisation. Je suis très heureux d'avoir pu contribuer à cette première. Et la seule chose que je peux souhaiter à tous ceux qui n'ont pas encore débranché, là, c'est que simplement que la force de l'intelligence collective soit avec vous. Bonne soirée, bon courage et un bel été à tous. Merci Au revoir beaucoup. à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.